Avant de vous laisser profiter du podcast, j'aimerais vous présenter nos commanditaires et les remercier. D'abord, Range Brand, qui nous supporte depuis le début. rangebrand.ca. Utilisez le code promo YAN10 pour 10% de rabais sur vos commandes sur les vêtements de Range Brand, qui est le brand numéro 1 de country, de vêtements country au Canada et aussi au Québec. C'est une business québécoise. Le deuxième, c'est Ready for Canada. Donc, les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre temporaire et qui cherchent à recruter à l'étranger, c'est compliqué. Et les gens qui souhaitent venir travailler au Québec ou les gens encore qui ont connu quelqu'un à l'étranger, en France, peu importe où, et qui cherchent à faire venir cette personne-là ici, c'est compliqué. Donc, Ready for Canada, c'est très simple. Vous donnez les documents qu'on vous demande, vous signez ou on vous demande de signer et eux s'occupent des représentations légales auprès des autorités. Ready for Canada. Bon épisode. Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, quelque chose qui me fait vraiment plaisir de faire comme entrevue, Brian Brigitte qui est avec nous. Brian s'est présenté aux élections du BC, qui on n'a pas toujours le résultat présentement. Donc, l'élection est terminée, mais les résultats tardent à sortir. Donc, vous allez avoir une vision un peu plus interne de ce qui s'est passé dans cette élection-là, qui est assez historique en Colombie-Britannique. On dit élection historique, Brian, principalement parce que le Parti conservateur que tu représentais a fait un très bon score. On parle de possiblement 45 sièges, mais c'est un parti qui, de toute fin pratique, n'existait pas, ou du moins vivotait dans les sondages. Non, c'est ça. C'est un parti, techniquement, on existait, on avait eu 2% il y a 4 ans avec 19 candidats, mais dans les faits, c'était le parti qui s'est présenté cette année, c'est un parti complètement différent avec un nouveau chef, de nouveaux membres, un nouvel exécutif. Donc le nom est le même, mais la structure était complètement différente. Et effectivement, il y a juste encore 6 ou 7 mois, on ne pensait jamais pouvoir gagner la province. On était, si je me souviens bien, l'objectif était de gagner peut-être 10 ou 12 sièges. Ça aurait déjà été génial d'avoir 12 sièges. Donc, d'en avoir 45, peut-être même 47, dépendamment. Il y a 2 ou 3 comtés qui pourraient comme encore virer d'ici quand les votes envoyés par la poste. Donc, on verra et c'est possible qu'on se retrouve avec un premier ministre conservateur. C'est drôle hein, parce que nous, ici, Brian, on a parlé on a parlé de ce qui se passait un peu au BC alors que personne parlait de ça. Mais on disait, mais attention, là, il est en train de se passer quelque chose de particulier. Là. Puis la première fois que j'ai parlé de ça, puis on en a parlé dans le podcast, dans une autre chronique radio, ça fait peut-être 6 mois à peu près, je dirais, peut-être 5-6 mois. Là, j'avais dit, regardez ce qui se passe. Là. On voyait des sondages où les courbes commençaient à se rapprocher tranquillement avec on voit toujours dans les mises à jour sur Polling Canada, tout ça, la petite barre noire qui montre où était le parti à la dernière élection et où on le voit présentement. Et là, on voyait à des résultats genre plus 35. Et c'est des trucs qui sont du jamais vu, en fait. Là. En tout cas, des exemples récents que j'ai d'un parti qui fait 2 puis on le crédite de 35 supplémentaires. Et là, ça montait. C'était quelque chose qui était un peu inédit, mais au Québec, je pense pas si typique que ça au Québec, on ne s'intéresse pas toujours aux élections des élections provinciales ailleurs. C'est un peu ennuyant, mais comme phénomène, toi, tu as vécu ça de l'intérieur. Peut-être on viendra au résultat après, mais en même temps, les gens se rappellent de toi quand tu es venu dans l'autre fois qu'on t'a reçu dans le podcast avec Vincent Gelozo. C'était comme c'était le gars de Too Close to Call, finalement. Et on t'a demandé ton opinion sur les sondages. Comment tu as vécu ça en étant à la fois le candidat cette fois-ci et veux pas, tu devais les regarder toi aussi, les sondages, les tendances, puis tu devais avoir ta propre idée sur ce qui s'en venait, qu'est-ce qui était fiable, qu'est-ce qui ne l'était pas. Là. Ouais, non, c'est ça. On peut même remonter, je dirais, il y a une année et demie. C'était l'été 2023. Mon ami Angelo, qui est le directeur exécutif du
du Parti conservateur. C'est le gars qui est allé, qui a pris ce parti de 2%, il l'a amené à 44%, ben, pas tout seul, mais c'est lui qui a commencé. Et donc, on est à l'été 2023, on se jase de ce qu'on pourrait faire. Et à cette époque-là, on n'a à peu près pas d'argent, on n'a pas de membres, on a un député qui vient de se faire virer du Parti libéral pour cette position sur les changements climatiques. Et à ce moment-là, vraiment, tout ce qu'on espère, les sondages nous créditent de 15-16%, mais on sait que ce n'est pas réel. C'est ces sondages entre les élections en Colombie-Britannique, on a toujours le Parti conservateur qui monte parce que les gens sont confus entre les élections fédérales et provinciales. Donc, on sait que ça arrive à chaque fois. Et dès que l'élection commence, on retombe à 2-3%. Okay. Et donc là, on regardait, puis on faisait des sondages. Par exemple, on essaie de savoir ce qui pourrait convaincre les électeurs libéraux de venir chez nous. Et on voyait vraiment qu'il y avait au moins 20-25% de l'électorat qui recherchait une vraie voie conservatrice. Donc, dans l'IF, on n'avait pas besoin de faire beaucoup de choses. On avait juste besoin d'être ce parti conservateur. On pouvait profiter de la vague Poilievre au niveau fédéral. On allait se retrouver à 20-25%. Donc, ça, c'était pas très surprenant qu'on se retrouve à 25%. Pour moi, la surprise, c'est vraiment entre janvier et octobre, le fait qu'on a continué d'augmenter, qu'on se retrouvait à 30, 35, 40, 45. Ça, j'aurais pas cru, honnêtement. Parce que, encore une fois, aller à 25, c'était relativement facile, entre guillemets. Mais aller de 25 à 40, c'est là où il faut vraiment que tu tues le Parti libéral et que tu commences à prendre des électeurs néo-démocrates. Et j'étais un peu sceptique, mais c'est arrivé. Juste pour dire, parce qu'il y a des gens qui sont à l'audio seulement, là, mais ceux qui sont en vidéo, là, vous voyez ce que Brian vient de dire il y a 1 an. Donc, c'est le moment où vous avez officiellement passé devant les libéraux. Ouais. C'est ce qu'on voit dans le graphique ici. Et ce que toi, tu parles ici, là, c'est, janvier... de janvier dernier, dans le fond. Et c'est vraiment là que là, c'était pas juste devant. Là. Ça s'est mis à monter. Et là, ça, c'est le jour de l'élection, finalement. Et si on voit les résultats, parce que quand même, c'est peut-être mieux de commencer par ça. Donc, on voit confirmé comme étant élu 40 députés de chaque côté. Le NPD aurait 6-7 sièges, donc peut-être encore à être confirmé. Et les conservateurs, 5. Il y a 1% à peu près d'écart, un petit peu moins que 1% entre les deux partis. Puis on a les Verts qui terminent la course. Ici, on voit la carte générale qui n'est pas très surprenante. Là. Bon, tout ce qui est plus périphérique est très conservateur et la région de Victoria-Vancouver, c'est plus NPD. Mais tu sais, regardez ce qu'on voit à l'écran, là, les comtés qui restent à confirmer. On parle d'un avance de 20 votes ici, donc on ne sait pas trop. En fait, je ne sais pas si tu veux te mouiller sur ou si tu connais déjà, selon ce que tu vois, l'issue au bout de tout ce recomptage. Parce que là, il y aura un recomptage, je pense, obligatoire pour 2 comtés. Je mélange peut-être avec les règles du Québec, mais je pense que c'est quand il y a moins de 100 votes, tu es obligé de faire un recomptage, c'est ça? C'est ça, mais ce qu'on attend vraiment à l'heure actuelle, c'est qu'il y a quand même il y a à peu près 0,4, je crois, des bulletins qui ont été envoyés par la poste. Donc, ça fait quand même, je crois que c'est quand même quelques milliers, c'est à peu près 500 par... ça pourrait être jusqu'à 500 par comté. Et ceux-là n'ont pas été tous comptés. Ils ont été comptés s'ils sont arrivés avant la fin de la période du vote par anticipation, mais s'ils sont arrivés le samedi avant 20h, ils n'ont pas encore décompté, ils vont être seulement comptés le samedi prochain. Donc là, il y a largement assez de votes pour changer à peu près au moins la moitié des comtés que tu viens de montrer sur l'écran. Donc, on va devoir attendre ceux-là. Et après, une fois qu'on a compté ceux-là, s'il y a une différence de moins de 100, il y aura un recomptage officiel. Dans ton cas, Brian, tu as perdu l'élection. C'est une des raisons pourquoi tu peux nous parler sans cravate, probablement. Tu as fait toute une campagne, je veux dire, sérieusement, j'aimais te suivre. Tu faisais une campagne qui était extrêmement humaine. Tu as gardé ton ton également, sarcastique, qui t'est propre. Puis, tu as été la source aussi de quelques enquêtes journalistiques qui a créé un peu de controverse. On a essayé de te faire passer, évidemment, pour Satan, le vieux playbook anticonservateur traditionnel. Quand tu te lances au début de cette course-là, sincèrement, croyais-tu que tu pouvais être élu parce que tu es un académique, tu es quelqu'un qui travaille dans les universités. Est-ce que tu voulais réellement devenir député ou c'était plus pour le fun dans ton cas? Non, quand j'ai décidé, j'ai décidé
C'était, je crois, en septembre 2023. À cette époque-là, comme qu'on a vu sur le graphique, on était devant les libéraux, mais pas de beaucoup. On pensait que ça allait quand même retomber à un moment donné, que les BC libéraux allaient quand même remonter et devenir l'opposition officielle au minimum. Donc, au final, non, je me suis présenté. J'ai dit à mon ami, à ce moment-là, il se souciait vraiment d'avoir 93 candidats, je veux dire, pour être sérieux, pour être pris au sérieux. Donc, je lui dis, écoute, moi, je peux me lancer dans mon comté qui est Renfrew, à l'époque, il s'appelait Kings West, où il y a Adrian Dix, le ministre de la Santé. C'est un comté qui est super, super NPD à genre 65, 69%. Donc, il n'y a aucune chance que le prenne, mais j'ai dit, je peux droit ce service, ça ne me dérange pas, j'irai collecter les signatures et tout. Puis là, en parlant, on dit, pourquoi pas Lingara où tu travailles? Et Lingara, c'est un comté qui est un peu meilleur, mais l'idée, c'est pas de le gagner, c'est d'aller faire perdre Michael Lee. Parce que Michael Lee, c'est un peu une histoire interne, mais c'est un de ces députés super centristes, genre le Erin O'Toole ou encore pire de la Colombie-Britannique. Mais c'est le gars qui, lors de la dernière course à la chefferie pour son parti, a disqualifié Aaron Gunn, celui qui se présente pour les élections fédérales, mais celui qui a fait les documentaires Vancouver is Dying et d'autres. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle mon parti existe. Ils ont disqualifié ce gars parce qu'il avait des vues trop extrêmes sur les Autochtones. Ils se sont dit, bon, on va aller commencer notre parti. Mais on se souvenait que Michael Lee, c'était celui qui avait poussé pour la disqualification. Donc, on se dit, Brian, présente-toi là. Donc, il y a 5% des voix, ça suffit pour lui faire perdre. Donc, au final, au début, c'était vraiment ça l'idée. Ensuite, du moment qu'on a annoncé en janvier, au cours des 6 derniers mois, logiquement, on a vu qu'il y avait une possibilité de gagner ce siège. Et à un moment donné, j'ai dû faire le choix ou de rester puis de prendre ça au sérieux, ou alors de partir et puis de simplement admettre, écoute, moi, j'ai pas signé pour ça. Donc, j'ai fait le choix de rester puis de le prendre au sérieux. Puis donc, j'ai fait une campagne sérieuse et on était dehors à tous les jours pour t'apporter tout. Et puis, voilà, on savait qu'on avait une chance. Personnellement, je m'attendais à perdre par 1 à 2% et c'est effectivement ce qui est arrivé. C'était peut-être avec une meilleure organisation, mais au final, on a vu le mouvement conservateur a bien fait, mais à Vancouver même, on est en baisse d'un point par rapport à 2020. Donc, les électeurs de Vancouver sont tellement progressistes, c'est difficile de se faire élire en tant que conservateur. Puis, ce qui est intéressant dans cette campagne-là, c'est la première fois que je voyais ça. Peut-être que ce n'est pas la première fois que ça arrive au Canada, mais il y a un parti qui s'est fait carrément harakiri. On en a parlé un peu, là, les libéraux, dans le fond. C'était lui, dans le fond, qui était ciblé dans ton comté. Tu voulais faire perdre l'élection à ce gars-là plus que la gagner au début. Et il s'est tassé de la course. Je ne veux pas que la journée que le parti s'est fait harakiri. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la logique? On décrivait, de notre perception du Québec, le Parti libéral, qui n'était pas libéral, c'était BC United, je pense. C'est ça, c'était le nouveau nom. C'est le nouveau nom, BC les libéraux qui se sont renommés United. Après le passage de celle qui veut remplacer Trudeau maintenant. Exact. Puis on décrivait ce parti-là étant comme l'alternative centre-droite un peu plus, étant donné que le NPD était le parti de gouvernance depuis quelque temps au BC. Donc, c'est pas le parti fade libéral traditionnel québécois très centriste. C'était quand même un peu plus de centre-droit. Mais là, avec l'arrivée des conservateurs, ce parti-là qui se fait harakiri, c'était quoi la stratégie? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Puis quel impact ça a eu sur vos campagnes? Donc, pour vraiment mettre ça en contexte, donc Kevin Falcon, donc c'est ça, les libéraux de Colombie-Britannique, c'est à peu près les mêmes que les libéraux au Québec, centre-droit, sous Jean Charest, je dirais, ça dépend. Okay. Donc, c'est la coalition, c'est le parti de droite traditionnel en Colombie-Britannique. Donc, Kevin Falcon, qui était ministre de la Santé et des Finances il y a 10-15 ans, revient en politique en 2022 ou 2021. Il gagne la chefferie assez facilement. Puis son idée, il se dit, pour gagner en Colombie-Britannique, il faut qu'on soit un parti super centriste. Au même moment que Pierre Poilievre est en train de monter dans les sondages au niveau fédéral, lui, il prend pas il lit la situation très mal et il se dit on va aller super centriste et on va pas se positionner sur aucun enjeu. Ça fonctionne pas. Nous, on commence à monter en tant que conservateur où on veut abolir la taxe carbone et d'autres trucs. Après, lui, il se dit c'est pas grave, ce parti, c'est pas sérieux, on va remonter après. Et puis, mais au final, ça n'arrive jamais. On a vu sur les sondages qu'au final, on a continué de grimper, de manger ce BC United. Il renomme le parti BC United parce qu'il ne veut pas avoir le nom libéraux dans son nom. C'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur
erreur non plus. Je dirais l'erreur, c'est vraiment son positionnement politique. Et donc, il y a 6 mois, il réalise finalement son erreur. Il décide de faire un virage à droite, essentiellement d'adopter toutes nos positions. Ah ouais? Mais, ah ouais, non, c'est ça. Du jour au lendemain, il est redevenu super de droite et tout, contre la taxe carbone et tout. Un peu comme tu disais, ça ressemble au parti de Jean Charest. Ben, c'est un peu quand Jean Charest avait décidé de copier tout le programme finalement de Mario Dumont. C'est ça. C'est une vieille stratégie, en fait, qui aurait pu fonctionner. C'est ça. Puis donc, mais à ce moment-là, je me souviens au mois de mars, ils ont dépensé plus d'1 million pour des pubs et tout. On pensait qu'ils allaient revenir, mais non, ça n'a pas marché. Au final, je pense que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Et on se retrouve à l'été. On a quand même déjà reçu, mon parti a déjà reçu 5, 6, 7 des députés libéraux qui sont venus chez nous, y compris de gros noms. Et il commence à avoir une pression du milieu des affaires sur Kevin Falcon pour lui dire, écoute, c'est pas normal, tu es derrière, tu as perdu, tu peux pas diviser le vote à droite, il faut que tu arrêtes. Et puis, je pense qu'il pousse jusqu'au mois d'août. Et là, au final, il se retrouve avec, il a tout dépensé son argent. Et puis, le milieu des affaires, de ce que j'ai compris, ils sont allés encore une fois plus sérieusement. Il a dit, écoute, si tu n'arrêtes pas ta campagne puis que tu donnes une victoire au NPD comme en restant de la course, on ne va jamais t'employer. Tu n'auras jamais une nouvelle job en Colombie-Britannique, on ne financera jamais ton parti. Donc, tu arrêtes maintenant, on va financer tes dettes et puis tu fais la chose juste. Donc, au final, on est quoi, début septembre, et tout d'un coup, un matin, on entend qu'il a décidé de suspendre la campagne. On va prendre certains de leurs députés puis certains de leurs candidats, mais son parti ne présentera peut-être aucun candidat ou peut-être un ou deux juste pour, en termes légaux, juste pour avoir une présence sur les bulletins. Mais c'est ça. Puis c'était assez incroyable parce qu'on avait essayé de faire une entente. Je crois que c'était au mois d'avril. Au mois d'avril, ils sont venus nous voir puis ils nous ont dit, est-ce qu'on pourrait faire une entente? On se partage les comtés, genre 45-45. Sauf qu'à ce moment-là, ils sont encore super prétentieux, alors même qu'ils sont derrière de les sondages. Et en gros, ils ont dit, on garde les 45 comtés dans l'intérieur ou ceux qu'on a, ceux de droite. Puis vous pouvez présenter 45 candidats victorieux à vos couverts. Vous prenez les mauvais comtés, puis on est content. Puis donc, on leur a dit non. Et au final, puis en septembre, on était déjà bien devant leur parti. Donc, il n'y avait plus grand-chose à faire pour eux. Donc, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est quand même spectaculaire parce que de voir ça, un parti s'écraser comme ça en une période de 12 mois, moi, je prendrais note, si j'étais un politicien canadien, peu importe la province, peu importe le niveau de palier de gouvernement, je prendrais note de ce qui s'est passé. Ça veut dire que les électeurs ne t'appartiennent pas autant que tu penses, puis sont capables de virer. Puis quand on présente une option conservatrice traditionnelle à cheval sur ses principes et très solide au niveau de l'idéologie politique, ça a toujours été vu comme une catastrophe. On a toujours pensé que les élections se gagnaient au centre. Mais le Canada, sous Justin Trudeau et plusieurs premiers ministres provinciaux, semble tranquillement se diriger vers une ère où est-ce que la normalité devient conservatrice tranquillement pas vite. Non, c'est ça. On a vu, on voit beaucoup de provinces depuis 2015 qui sont passées à droite. Hier, le Nouveau-Brunswick a fait l'inverse, mais il y a quand même toujours un mouvement oscillatoire entre les élections ici et là. L'autre truc, je pense qu'on a appris de cette histoire en Colombie-Britannique, c'est si vous êtes un membre d'un parti, je suggérerais d'aller regarder la Constitution et de regarder c'est quoi les règles, qui décide quoi. Parce que j'étais content que le BC United décide de ne pas se présenter. Ça nous a permis d'avoir plus de volontaires. Ça nous a permis d'avoir surtout beaucoup plus d'argent, les donneurs. En termes de vote, je pense que la plupart des électeurs, quand ils ont abandonné, ils étaient à 8 ou 9%. À mon avis, ça s'est partagé assez également entre le NPD et nous-mêmes. Mais c'était vraiment en termes d'organisation et de monnaie. Mais où je voulais revenir, c'est si vous êtes un membre d'un parti politique, allez lire la Constitution et voir est-ce que le chef peut décider ça dans votre parti. Parce que c'est quand même assez affolant. L'idée, un gars tout seul peut juste tuer un parti. Et le reste du parti pouvait à peu près rien faire. C'est vrai, il y a dû avoir des déceptions. Il y a des gens qui se présentaient en espérant devenir députés éventuellement, puis soudainement, leur candidature ne comptait plus. Là. Non, c'est ça. Ils comptaient plus, tout leur travail ne comptait plus, puis ils n'avaient aucune voix. En gros, ils ont appris ça au même moment que nous. Ils ont vu une conférence de presse où leur chef a dit bon, on ne se présente pas. Donc, à mon avis, c'est un peu étonnant qu'un parti puisse être sous le contrôle d'une seule personne comme ça. Tu parlais, Brian,
de la différence de stratégie entre positionner un politicien au centre ou avec on répond à rien, on se positionne sur rien, versus avoir des leaders qui assument davantage certaines positions et une orientation idéologique claire, franche et sans ambiguïté. Ben, ce qu'on remarque là, on dirait que la différence qui commence à se dessiner, puis j'arrive au cas du BC, c'est on voit de plus en plus, c'est mon impression au Canada, puis c'est vrai aux États-Unis, puis c'est vrai en Europe aussi. On dirait que les partis de gauche plus traditionnels on essaie pas de cacher leurs représentants, mais ça va être des très courtes entrevues. Ils ont toutes la même stratégie de com. Des courtes entrevues, très scriptées. On ne sort pas des sentiers battus. On reste à l'intérieur de ça. Tandis que maintenant, les leaders conservateurs qui émergent font des podcasts très longs, répondent à toutes sortes de questions. Et on dirait qu'on voit plus des gens qui sont construit intellectuellement avec des idées. Et j'arrive à votre chef qui a passé à Jordan Peterson un podcast de comme 1 heure et demie de temps. Moi, pour moi, c'est comme des... Tu sais, c'est un peu de la nouvelle politique, ça, dans le contexte canadien, dans le sens que tu regardes ce qui s'était passé jusqu'à il y a quelques années. Tu sais, les chefs, c'est du langage très formaté, la fameuse cassette, la langue de bois, prenez l'expression que vous voulez. Mais c'est quelque chose que tu vois aussi, là, que ça commence à être de plus en plus payant politiquement, non pas de se cacher puis d'essayer de jouer d'espèces de position centriste, mi-figue, mi-raisin, mais vraiment d'y aller à fond, on fait des entrevues d'1 heure, 2 heures, puis il n'y a pas de problème. Non, je crois qu'on le voit. Après, il y a toujours un peu un risque. On le voit aux États-Unis avec J.D. Vance où on retrouve ces entrevues du passé et tout. Il y a quand même toujours un risque. Plus tu t'exposes, plus tu es ouvert sur tes positions politiques. Après, c'est assez facile dans une campagne électorale de prendre 10-15 secondes, un petit clip et puis de le faire hors contexte. Donc, il y a toujours ce risque. Mais je suis content de voir que la droite canadienne commence à avoir moins peur justement de faire campagne. Je ne veux pas dire en ligne seulement, mais effectivement, on l'avait vu avec Pierre Poilievre durant sa course au leadership. Aller à Jordan Peterson, c'était l'un des 3 événements majeurs de sa campagne, si on regardait sur Google et tout. Donc, c'est la même chose pour nous. Après, de ce point de vue-là, le chef que j'avais, John Restad, je ne pense pas que c'est la bonne personne pour exécuter cette stratégie complètement. Pierre Poilievre est jeune, dynamique et tout. John Restad, contrairement à ce que les gens pensent, c'est plutôt un gars qui est genre comme Jean Charest. Donc, c'est un gars qui est plus âgé, il avait donné au leadership à Jean Charest. C'est un gars qui est typique progressiste conservateur. Et je ne suis pas sûr que ce soit la personne qui puisse exécuter cette stratégie de droite moderne le mieux, mais au final, il l'a quand même assez bien fait. En grande partie, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est notre mouvement qui a vraiment réussi à percer les minorités ethniques, en particulier les Indiens et les Sikhs à Surrey, qui ont vraiment viré conservateurs. Mais c'est surtout parce qu'on avait une organisation énorme avec eux et on avait des candidats qui étaient vraiment très forts dans cette région. C'est important ce que tu dis là parce qu'on a tout le temps l'impression que les minorités ethniques sont acquises pour les libéraux généralement. Le vote au Québec de Québec solidaire, qui est l'équivalent du NPD, est très axé vers certains groupes, effectivement. Mais on s'imagine pas. On a la vieille image du vieux blanc bigote qui est conservateur. Mais ce qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance en politique canadienne, c'est que le vote conservateur est de plus en plus jeune et de plus en plus également multiethnique. Qu'est-ce qui se passe au Canada pour que ça fasse ça? C'est quoi l'élément qui vient chercher le plus, autant les jeunes que les minorités, pour le vote conservateur? Ah non, tu as complètement raison. Écoute, moi, on est allé à 7000 portes de porte à porte. À la fin, on avait comme une assez bonne idée de nos électeurs. C'était assez facile. Si tu es jeune, si tu es entre 25 et 55, surtout si tu es un homme, on était à peu près assuré que tu allais dire oui. Si tu étais blanc au-dessus de 65 ans, on allait avoir un non, surtout une femme. Si tu étais une femme de 65 ans et plus qui ouvrait la porte, ça allait être non, on ne vote pas pour vous. Donc, je crois que ce qui est arrivé, c'est 2 mouvements. La première, c'est les jeunes souffrent. C'est ceux qui n'arrivent pas à acheter une maison, c'est ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, c'est ceux qui n'ont pas bénéficié du système et ils veulent du changement, ils veulent quelque chose de différent. Puisque les personnes âgées, les boomers et tout, eux, leur vie n'a jamais été meilleure. Leurs pensions sont ajustées à l'inflation. Leur maison à Vancouver, elle valent 2-3 millions. Ils sont assis sur genre des millions et des millions de gains en capitaux qui ne seront pas taxés. Donc, leur vie
sont bonnes, ils n'ont pas besoin de changement, donc ils vont voter pour le statu quo, que ce soit Justin Trudeau, Doug Ford ou David Eby et le NPD. C'est pas tant idéologique, on veut garder le statu quo et on veut pas être méchant. Il faut des politiciens gentils, entre guillemets. Il y a vraiment ce problème de rhétorique, on le voit. Si tu dis quelque chose, tu vas sur Jordan Peterson et puis là, il te dit « Oh non, mais ça va pas, c'est pas correct pour nous. » L'autre truc en termes de minorité ethnique, c'est ces minorités ethniques, que ce soit chinoises ou indiennes, de manière sociale en particulier, elles sont conservatrices. Et tout. Et je crois que la vraie question, c'est plutôt comment on explique que des minorités qui sont conservatrices socialement votaient aussi largement pour Justin Trudeau, par exemple, jusqu'à récemment. Donc, je crois qu'on voit un réalignement qui est assez logique. La même chose que l'on voit aux États-Unis où les Latinos, certains Latinos en particulier, sont maintenant avec les républicains puis Trump, parce que ça fait plus de sens. Surtout que maintenant, nos élections sont de plus en plus décidées par des questions sociales. Les questions économiques, elles sont à peu près réglées. Il y a à part Québec solidaire, il y a à peu près personne qui veut revenir aux socialistes purs et durs. Donc, si l'élection se joue entre on veut baisser les taxes de 2% ou de 2,5%, tout le monde s'en fout. Mais c'est des questions sociales. Et sur ces questions sociales, les minorités ethniques sont souvent avec nous. Mais l'analyse des groupes, de la répartition du vote par groupe ethnique ou par groupe d'âge, c'est souvent. Est-ce que là, je parle plus aux gars de sondage. C'est quelque chose, moi, je trouve, qui manque dans l'analyse politique. On en a parlé, nous, dans le podcast, pas plus tard que la semaine passée. Là, au Québec, il y a un truc que les analystes répètent sans arrêt, c'est « Ah, Pierre Poilievre, il doit changer son message. » Ça colle pas au Québec. Et on s'est fait le test d'aller voir tous les sondages où tu peux voir par groupe d'âge. En fait, Pierre Poilievre est premier au Québec dans le 35-54. Voilà. Il est deuxième, presque premier dans le 18-34. Et là où ça s'effondre totalement, c'est dans le 65 ans et plus. Voilà, exactement. Exactement ce que tu viens de dire. Donc, à ce point de vue-là, je veux dire, je comprends que c'est un message qui essaie de véhiculer ou d'analyser ça comme ça, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans les autres provinces, là, que les gens sont comme pas capables de comprendre ces données-là, puis on dit un peu n'importe quoi, parce qu'au Québec, l'analyse des sondages dans les médias, c'est ridicule. Là. Je veux dire, ça fait des semaines que j'entends ça sur tous les plateaux de télé. Ah, Pierre Poilievre, les Québécois ne l'aiment pas, veulent rien savoir de lui. Je dis, attendez, il est quand même premier ou deuxième dans la population active. Ouais. Non, écoute, ça a des trucs qui m'agacent en permanence. On voit des analyses par Chantal Hébert et d'autres à la télé, et elles sont nulles, ces analyses, la plupart du temps. Elles sont ou pas fondées sur aucun sondage, ou alors elles sont fondées sur une lecture erronée des sondages. Honnêtement, je plaisante toujours qu'il y a une meilleure analyse politique par des adolescents sur Twitter qu'à la CBC et d'autres. Et honnêtement, c'est vrai, c'est exactement ça que l'on voit. Je ne comprends pas des fois comment on arrive. Et il y a aussi un manque de données. Je veux dire, on a une élection, puis on a toujours ces analyses politiques qui vont aller à la télé ou à la radio, puis ils vont faire de grandes théories. Oh, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qui est arrivé. Puis à chaque fois, c'est là, mais basé sur quoi? Basé sur quel réseau, sur quelles données et tout. Donc, on a un manque de données au Canada, en particulier si on compare aux États-Unis où ils ont vraiment... Je veux mettre l'emphase là-dessus parce qu'aux États-Unis, la différence, c'est qu'ils ont les odds électorales. Ils ont le droit de miser sur des issues politiques. Puis, ça paraît. Parce que quand on écoute un débat, mettons qu'on écoute le débat Donald Trump versus Kamala, tu vois les odds bouger pendant le débat. Tu as vu les odds aller en faveur de Kamala Harris. Donc, si tu es un analyste politique puis tu veux te ridiculiser, va dire que Donald Trump a gagné le débat. Il ne peut pas l'avoir gagné. Les odds ont bougé pendant le débat en faveur de Kamala Harris. Tu es obligé de déclarer Kamala Harris victorieuse. De la même façon qu'au débat vice-présidentiel, c'est exactement le contraire. Pendant le débat, on voit les odds bouger. Ouais. C'est J.D. Vance qui a fait changer la tangente. Et depuis ce débat-là, ça ne fait que monter pour Donald Trump. Cette qualité de données qu'on a accès aux États-Unis et qu'on n'a pas accès au Canada, ça fait chier, honnêtement. En fait, c'est pas vrai. On y a accès un peu parce que l'élection de BC, on pouvait miser aux États-Unis. Il y avait sur Polymarket, on voyait les trucs là-dessus. Puis on sentait justement que les conservateurs, ça avait ralenti un peu vers la fin de votre campagne parce que justement, les odds remettaient le NPD en avant
avant l'élection. Et là, on voit le résultat. Là. Oui, c'est à couteau tranché, mais le NPD est quelque part en avant de vous quand même. Non, c'est ça. C'est un manque d'argent, c'est un manque de données. On a très peu de données sur, par exemple, le vote pour les communautés culturelles. La seule firme de sondage qui inclut même ces données, c'est Main Street. Ben, d'un sondage à l'autre, c'est à peu près, ils ont quoi? Ils ont 40 Chinois et 15 Indiens. Donc, je veux dire, il y a une marge d'erreur énorme. Mais sinon, on n'a pas ces données-là. C'est assez hallucinant à quel point c'est toujours les mêmes. C'est l'âge, la région, le revenu le niveau de revenu. Je voudrais revenir aussi, par exemple, après l'élection fédérale de 2021, l'une des grosses questions, c'était est-ce que les Chinois sont allés vers les libéraux? Parce qu'on s'est retrouvé avec des comtés, que ce soit de la région de Toronto ou de Vancouver, qui étaient normalement très bleus et qui se sont retrouvés rouges. Et puis, il n'y a à peu près aucun sondage, il n'y a rien qui est fait, mais il y a des personnes qui font des études, il y a des personnes qui font des commentaires à la télé, mais c'est basé sur à peu près rien du tout. Je comprends. Les partis eux-mêmes sont à blâmer. Peut-être c'est le manque d'argent par rapport aux États-Unis, mais on imaginait qu'on aurait une énorme enquête après l'élection, mais ce n'est même pas le cas. Tu regardes le débrief du Parti conservateur fédéral après 2021, c'est juste des anecdotes. C'est ça qu'ils utilisent au lieu d'avoir vraiment de faire, bon, on va payer une firme pour aller faire 5000 entrevues et tout, ça coûterait de l'argent, mais au moins on aurait une base solide pour décider ce que l'on devrait faire après, quoi. Parce qu'au Québec, par exemple, on a toujours la variante anglophone, francophone. Mais tu sais, moi, je me suis toujours demandé qu'est-ce que. En fait, est-ce qu'on sait comment c'est défini stricto sensu? C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui arrive de l'Algérie qui parle français, est-ce qu'il est considéré comme un francophone ou là-dedans, francophone, ça réfère à Québécois né au Québec? Je crois que c'est comme des catégories. Si on avait si on avait des catégories où les gens, quand ils répondent au sondage, vous êtes, bon, tu peux cocher là, tes origines dedans, mais ça serait démêlé, puis on aurait des vrais chiffres qui permettent de savoir quel parti a des bons scores dans telle communauté. Là, on est comme obligé d'inférer en disant, ben, mettons, dans Toronto-Saint Paul, les conservateurs ont fait une percée. Est-ce que c'est parce que leur position par rapport à la communauté juive dans le conflit israélien, tu sais, c'est un peu de même qu'on finit par le savoir, finalement. C'est ça. Non, c'est exactement ça le problème. Et le manque de exit polls, ces enquêtes après l'élection, aux États-Unis, on peut savoir vraiment comment les jeunes femmes hispaniques entre 35 et 45 ans ont voté. On n'a pas ça au Canada. Donc, même si tu construis un modèle comme moi, où on a les données sociodémographiques, je ne peux pas faire grand-chose avec ça parce que je ne sais pas les résultats de l'élection précédente. On ne sait pas comment les 35 et plus ont voté. On a les sondages d'avant, mais on n'a pas les sondages d'après, des grandes enquêtes. Donc, il faut à peu près deviner, il faut vraiment aller au pif et puis de se dire je pense que les jeunes vont vers ce parti, les vieux vont vers l'autre parti, mais ce n'est pas sérieux, non. Finalement, je pose une question à l'académique qui est en toi. Est-ce que le monde politique, c'est terminé? Tu y retournes? Est-ce que c'est confortable une université ou finalement la vraie joute est intéressante? Non, écoute, ma situation dans mon collège, c'est très confortable. J'aime beaucoup ma vie. Elle est facile et tout. Objectivement plus facile que si j'avais été élu, soyons honnêtes ici. Mais je voulais gagner à la fin avec tous les efforts qu'on a fait. Est-ce que je me représenterai à nouveau? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, je te dirais que non. Il y a certains trucs en politique active où j'aime pas vraiment l'idée que tu puisses pas t'exprimer toi-même. J'étais déjà plus libre que la plupart. Je dirais, notre parti nous laisse être plus libre qu'un parti traditionnel. Mais même là, il fallait quand même faire attention à tout ce que tu disais. Tu peux pas dire oui à des entrevues. Tu peux pas faire des événements toi-même. Il y a aussi le problème, tu me connais, moi je suis quand même beaucoup plus en termes de politique elle-même, tu sais, les débats de quelle politique, les taux de taxation et tout. Et au final, j'ai été candidat pendant 8-9 mois là. Il n'y a jamais eu une seule fois où on a discuté de politique publique. Les politiques, en gros, c'est le chef et c'est deux personnes qui ne sont pas élues qui décident tout seul. Et le matin, ils nous disent, bon, ben voilà, c'est notre position sur cet enjeu. C'est la position sur cet enjeu. Ben, allez au porte-à-porte et défendez-la. Donc, il y a des fois où je comprends que tu ne puisses pas avoir un parti où tu t'entends 100% sur tous les enjeux, mais le manque de coopération et de discussion sur ce que l'on a présenté, ça me dérange un petit peu, honnêtement. Ben, les conservateurs bénéficiaient d'un cerveau intéressant à l'intérieur de leur rang.
Puis dans ce fond, ce que tu dis, c'est qu'on tu as l'impression qu'on ne l'a pas utilisé, là, éventuellement. Tu aurais pu aider, tu aurais pu participer au brainstorming, puis on ne te consultait pas vraiment, là, autrement. Non, on ne consultait jamais les candidats. Je dirais. Je me Mm. souviens, on était au mois de février et tout à coup, on n'avait pas une équipe complète là, mais un matin, ils ont publié une politique sur l'éducation. Et je me souviens que les candidats comme moi qui étaient ou enseignants ou school trustee et tout, on n'était pas contents. Et la question était vraiment qui a décidé cette politique, comment vous êtes arrivé à ces conclusions et tout. Puis on s'est fait dire, non, écoute, ferme ta gueule et puis va défendre ça, c'est nous qui décidons. Puis voilà, donc je comprends encore une fois, je comprends que tu ne puisses pas avoir 93 personnes qui décident des politiques, mais un petit peu de consultation. Quand tu as des experts en éducation dans ton caucus, il faudrait peut-être aller leur poser la question avant de publier une politique. Donc, c'est un peu ennuyant. Ça. Parce que certains parlaient de faiblesse de votre équipe. Est-ce qu'elle était faible, cette équipe-là, ou il y avait des gens ministrables rien qu'en masse? Oh non, il y avait quand même, si tu regardes, je veux dire, il y avait quand même des gens qui avaient des expériences, que ce soit des anciens députés, des anciens maires, school trustees et tout. Non, on avait quand même, on avait un gars, par exemple, Yuri Palmer, qui a perdu dans West Vancouver City Sky. Tu regardes son profil, c'est à 30 ans, il gère une franchise qui valait 14 millions, il est président d'une université. Non, on avait beaucoup de candidats qui avaient quand même des résumés qui étaient assez impressionnants. Puis même après les autres qui étaient un peu moins typiques, disons, ils avaient quand même beaucoup de trucs impressionnants dans leur résumé et tout. Puis au final, à un moment donné, moi j'aimais bien l'idée qu'on avait une diversité de candidats bien plus intéressante que d'habitude. Nos candidats, ce n'était pas 93 avocats qui ont 55 ans. C'est toujours ce que je veux dire. À un moment donné, tu représentes la population, tu représentes la population. Donc, il y a cette espèce d'élitisme qui existe sinon. Donc, non, on aurait absolument pu former le gouvernement. Tu regardes nos candidats qui n'avaient aucune expérience à Surrey, ils ont créé des campagnes énormes, ils ont créé des organisations énormes. Donc, ces personnes-là, si on leur donne, on les fait devenir ministres, je suis persuadé qu'ils géreront ça très, très bien. En terminant, peut-être la dernière question que j'ai envie de te poser, d'un point de vue de l'agrégateur de sondage ou de celui qui essaie de faire des prédictions sur l'issue d'une élection, est-ce que cette expérience-là t'a amené à considérer d'autres facteurs que tu ne considérais pas avant, vu que tu l'as vu de l'intérieur, ou est-ce que ça a confirmé peut-être des intuitions que tu avais, mais là, tu dis maintenant, je l'ai vécu, je le sais, ça, c'est plus important qu'on pense. Ça, on pense que c'est important, mais ça ne l'est pas du tout, par exemple. Oui, non, bonne question. Écoute, j'ai deux opinions là-dessus. D'un côté, ça a plutôt renforcé mon idée que les personnes qui font des projections comme moi-même ou Philippe Fournier et d'autres, en fait, on connaît mieux la politique et nos projections sont plus valides que le porte-à-porte et tout. Parce que tu as ces personnes qui font de la politique active de manière professionnelle. Et honnêtement, la plupart d'entre eux sont très sympas, très organisés, mais ils croient leur donner un peu trop. Je dirais, ils voient le porte-à-porte et ils disent, oh, on va gagner ce comté. Oh, ouais, c'est sûr qu'on gagne ce comté. Puis moi, je regarde mon modèle puis je dis, non, honnêtement, il n'y a aucune chance. Je vais te donner l'exemple. Vancouver Pond Grey, c'est dans l'ouest de l'île, au bois de Vancouver, pas de l'île, de la ville. C'est le comté du premier ministre David Eby. La campagne là-bas et même la campagne au quartier général était persuadée qu'on avait une chance de gagner. Et moi, je regardais les sondages, je regardais les données sur l'éducation et tout, puis je disais, on n'a aucune chance, on va perdre par 20 points. Puis, regarde, on a perdu par 20 ou 23 points. Donc, ce côté-là, pour moi, c'est plutôt l'inverse. Les campagnes devraient plutôt apprendre à utiliser davantage de données de gars comme moi. Après, il y a aussi des fois où ils ont raison. Sur le terrain, à Surrey, on sentait vraiment l'effervescence, le porte-à-porte et tout, et on se disait que là, les sondages auraient tort. Et au final, les sondages ont eu tort dans ce droit-là. Donc, il y a peut-être un petit peu à prendre entre les deux. Si tu ne veux pas faire juste des projections puis ignorer ce que les partis te disent sur le terrain, mais à l'inverse, tu ne veux pas croire le terrain trop parce que, encore une fois, que ce soit Pond Grey ou d'autres, ils étaient persuadés qu'on pourrait gagner et on a tout perdu. Et donc, il y a la rigueur de personnes comme moi ou de Philippe Fournier pourrait être un grand bénéfice pour ces partis politiques. Deux petites anecdotes qu'on a vues dans ta campagne. Premièrement, tu commences une journée de porte-à-porte et je pense que la deuxième porte à laquelle tu cognes, c'est ton adversaire du NPD. Ouais. Ça avait l'air quand même d'un bon moment que vous avez eu tous les deux. Je pense que ça a humanisé les deux candidats à ce moment-là, chose qui est de plus en plus importante en politique des fois. Puis l'autre anecdote, évidemment, c'est la petite controverse qu'on a eue autour de toi.
qu'on a essayé de te cibler comme étant Satan en personne. Ouais. Comment tu t'es senti d'être ciblé avec des vieux écrits, puis parce qu'on connaît ton humour sarcastique de notre côté. Puis là, ça te nuit un peu en politique. C'est-tu quelque chose qui fait chier ou c'est quelque chose que tu dis non, ça dépend comment je réagis par rapport à ça, puis ça n'a pas été si pire que ça en bout de ligne? Non, non, pour moi, alors, au contraire, je veux dire que quand tu as ces attaques et tout, ça me donne de l'énergie. Pour moi, ça m'a motivé à essayer de gagner cette élection. Le seul truc qui était un peu embêtant pour moi, c'est que je n'avais pas le droit d'y répondre. Et ça, c'est un peu difficile. Et je comprends la stratégie, mais d'un autre côté, la plupart de ces tweets ou de ces controverses, il me semble que si j'avais pu répondre, et dans les faits, je crois que j'ai été prouvé que j'avais raison parce que j'étais au débat à mon collège il y a 2 semaines et j'ai reçu une de ces questions. Puis je me suis défendu pendant 2 minutes. Et l'une des journalistes de Radio-Canada est venue vers moi après le débat et m'a dit « Honnêtement, votre parti devrait vous laisser faire ces entrevues puis répondre à ces controverses parce que vous avez l'air bon quand vous répondez à ça. Ça vous fait avoir l'air bon. » et tout. Donc, il me semble que des fois, je comprends que l'idée, c'est qu'on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu. Mais la plupart de ces controverses dont j'étais le centre, c'est rien, c'est pris hors contexte ou une petite explication pourrait vraiment, ou même une attaque, honnêtement, faut faire une contre-attaque puis se tenir debout. C'était un peu agaçant de ne pas pouvoir répondre. Ma femme, on avait vraiment marre de ça parce qu'elle était là. Comment ça se fait que ton parti ou toi-même, tu n'as pas le droit de te répondre? À un moment donné, le premier ministre, David Eby, a passé 2 semaines à m'accuser d'être un nationaliste blanc. Là, littéralement, il allait d'un événement à l'autre. Il disait « Oh, Brian, c'est un nationaliste blanc. » Je me souviens que je me disais que s'il continuait à faire ça, j'allais l'attaquer en justice après le 19 octobre parce que c'était de la diffamation. Donc, pour moi, ça me donne de l'énergie. J'aurais voulu pouvoir y répondre. Mais au final, c'est des campagnes modernes. C'est ridicule. Ils nous attaquent pour tout et rien. Et d'une manière personnelle, si on veut des personnes qui soient authentiques en ligne, il faut quand même peut-être des fois accepter qu'une ou 2 fois, tu vas dire quelque chose qui est pas sensible ou qui est un peu mal exprimé. Sinon, on va se retrouver avec des politiciens qui ne sont jamais sur les réseaux sociaux ou on ne les voit jamais. Puis quand ils créent un compte, c'est le compte le plus faux qui a jamais été créé. Je pense à Georges Charest sur Twitter. Exactement lui que j'avais en tête. Tu sais qu'il n'a jamais écrit aucun de ses tweets. Et puis, tout ce qu'il poste, c'est nul, c'est vide et tout. Donc, on le voit aussi, encore une fois, je vais revenir à J.D. Vance aux États-Unis. Si tu es un gars qui s'exprime, qui écrit des livres, qui exprime une vision politique, ben oui, des fois, il va dire quelque chose qui est un peu offensif. Mais après, est-ce qu'on peut pardonner ça? Et puis, il y a une différence entre dire quelque chose qui est peut-être offensif ou agressant, puis de dire quelque chose qui est complètement faux. Je veux dire, si on prend les controverses de mon parti, moi, je me suis fait accuser d'être un blanc nationaliste parce que j'ai fait une blague. Un autre de nos candidats qui a été élu par ailleurs a carrément dit que la tuerie aux États-Unis ou dans la mosquée de Québec n'avait pas eu lieu. Je crois qu'il y a comme une énorme différence entre dire quelque chose qui est un peu agressant puis dire quelque chose qui est complètement idiot et stupide. Ouais, c'est intéressant, Brian. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. On te remercie beaucoup d'être venu nous donner cette entrevue-là parce que c'est un phénomène qu'on suit depuis des mois maintenant. Puis on ne parle jamais à personne d'élection dans d'autres provinces. On avait la chance d'avoir quelqu'un qui parlait français, oui, mais qui, en plus, on le connaît bien, puis on savait qu'il avait des penchants un peu pro-liberté. Je veux dire, c'est ça. C'est une rareté, là, ce que tu représentes aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps, c'était vraiment agréable. Non, mais merci pour l'opportunité. Et puis, il faut faire la même chose au Québec maintenant. Le Parti conservateur, je sais qu'ils n'ont pas gagné de siège la dernière élection, mais objectivement, ils ont assez bien fait. Puis c'est difficile d'aller contre la CAQ, mais la CAQ est maintenant tellement basse. Il y a une ouverture au Québec. On le sait depuis la DQ. Il y a une base à droite au Québec. Il faut arrêter de se la cacher. Ainsi soit-il.